Bonjour Arthur. Bonjour Laurence. Je suis ravie de t'accueillir sur cet épisode. Alors d'autant plus ravie que tu connais la jeunesse de ce podcast. Bien sûr. C'est un podcast en fait qui a pour objectif en fait de donner des clés, des prises de conscience en fait à des jeunes adultes pour qu'ils deviennent demain, j'espère, entrepreneurs de leur vie. Et donc pourquoi je suis ravie? Parce qu'à la fois tu es jeune. Et en plus, tu es un entrepreneur. Donc, ce que je pense qu'en fait, au niveau de l'épisode, ce qui serait intéressant, c'est qu'on rentre dans ta tête, puisqu'en fait, tu viens juste de créer ta société. Et ce qui m'intéresse, c'est savoir en fait comment le projet va naître jusqu'à en fait aujourd'hui. Et je crois que là, tu viens de finaliser en fait une levée de fonds. Effectivement, oui. Voilà. Et donc, savoir en fait comment tu es arrivé en fait à créer ta boîte jeune, puisqu'en fait, tu as 28 ans. Donc, on va regarder le démarrage, en fait, tes études évidemment, et comment tu as créé, et surtout, en fait, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est bien sûr que tu nous présentes en fait ta solution, Ouais, bien sûr. et les projections aussi de ta société. Ok. Ok. Alors, je te laisse peut-être te présenter et surtout présenter ton projet aujourd'hui. Oui, bien sûr. Alors, du coup, moi, c'est Arthur Rouen, j'ai 27 ans et je suis CEO et fondateur de Huntia. Ouais. Huntia, du coup, qui est une application mobile qui révolutionne la mise en relation entre agents immobiliers et particuliers. Huntia vient de l'anglais Hunt Your Agent, qui signifie en fait chasse ton agent. Alors, avant de te parler de la solution, je vais te parler des problématiques actuelles et de pourquoi j'ai créé Huntia. À l'ère du digital, aujourd'hui, pour les agents immobiliers, l'immobilier repose encore beaucoup sur des méthodes traditionnelles, comme la prospection terrain, le flyer, ou encore la fiche téléphonique. Des méthodes qui prennent du temps, qui sont devenues un peu inefficaces et qui agacent aussi beaucoup les particuliers. Je ne sais pas si tu as déjà vécu du démarchage intempestif. Voilà, mais les agents immobiliers sont aussi confrontés à des défis au quotidien, surtout sur un marché aussi tendu. Tu dois être au courant que l'immobilier, ça n'a pas été si simple les dernières années. Surtout avec un manque, la difficulté à se créer de la visibilité, difficulté à générer de la notoriété, difficulté à générer des leads qualifiés et avec des outils de prospection existants qui sont trop chers et inefficaces. Moi, je l'ai vécu en tant qu'agent immobilier, surtout dans mes débuts. Il faut payer, voire s'endetter avant même de gagner de l'argent et ça peut être très démotivant. Ok. Et donc ta solution, en fait, elle est là pour quoi, en fait? Solution du côté des agents immobiliers. Je vais t'en parler juste un petit peu après. Je vais te dire les solutions, les problématiques des agents immobiliers et des particuliers. Et après, on passera vraiment sur la solution auquel j'ai voulu répondre chez Huntia. Du côté des particuliers, je vais te dire ça plus sous forme d'anecdote. Moi, quand j'ai commencé l'immobilier à 20 ans, j'arrivais chez des vendeurs et ils ne me prenaient pas au sérieux à cause de mon âge. Il y en a qui préféraient travailler avec des femmes, d'autres qui préféraient travailler avec des hommes, d'autres qui préféraient travailler avec des personnes partageant les mêmes valeurs. Autrement dit, en fait, parfois on faisait des rendez-vous, il y avait d'autres agents immobiliers qui venaient faire des estimations et on perdait tous notre temps, que ce soit eux ou moi. Donc en fait, comment permettre aux vendeurs de choisir efficacement un agent immobilier quand il n'a pas le temps de faire le tour des agences immobilières du quartier et qu'il n'a pas de contact au préalable? Comment également en fait renforcer la confiance envers les agents immobiliers tout en permettant aux vendeurs de choisir qui passera le pas de leur porte, qui est hyper important. Parce qu'un agent immobilier aujourd'hui, quand il fait une estimation, il rentre finalement un petit peu dans l'intimité des gens en visitant leurs biens ou autres. J'ai pensé aussi, ça a été une des raisons pourquoi j'ai créé Huntia, c'était m'orienter vachement vers les acquéreurs et les locataires. Donc du côté des acquéreurs, j'avais un ami qui cherchait pendant longtemps un bien sur Aubervilliers. Il avait des critères et un budget très spécifiques. Il ne trouvait pas son bonheur sur se loger ou bien ici ou autre. Ce qu'il faut savoir sur ce genre de plateforme, généralement, c'est des biens qui ont du mal à se vendre. Lui, il recherchait vraiment, avec son critère et ses budgets, des biens off-market. Et il me disait, tu connais pas des agents immobiliers là-bas? Je lui disais, bah non, regarde sur Internet. Il me dit, mais je sais pas vers qui m'orienter. Donc c'est là où j'avais vu qu'il y avait un vrai problème quand même de mise en relation, en tout cas du côté acheteur. Et pareil, du côté locataire, j'ai des amis de province qui cherchaient des biens à Paris et qui me disaient, Arthur, t'as pas un appartement à louer à Paris? Donc déjà, de 1, je venais du 92 de Nanterre, donc Paris, c'était pas ma zone. Et en plus de ça, je fais pas de location. Moi, je fais que de la transaction. Et c'est là, encore une fois, je me suis dit, tiens, le locataire, il perd quand même du temps à démarcher des agents. Aujourd'hui, il faudrait créer un outil qui permet d'orienter un contact direct avec la personne avec qui il recherche. Donc en fait, comment permettre aux acheteurs et aux locataires de trouver efficacement un bien quand il a des critères, un budget spécifique, pas le temps de se déplacer en agence et pas de contact au préalable. Donc en fait, nous, chez Huntia, on a voulu imaginer un monde où trouver un agent immobilier parfait serait aussi simple que de trouver un café en bas de chez vous. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une transaction immobilière dure 3 à 6 mois, voire beaucoup plus aujourd'hui sur ce genre de marché. Donc, il y a une importance cruciale de trouver le bon agent qui correspond à ses besoins. Donc en fait, grâce à Huntia, on a permis aux particuliers, qu'ils soient vendeurs, acheteurs ou locataires,
d'arrêter de perdre du temps, de faire des déplacements inutiles et de se géolocaliser depuis chez eux ou se géolocaliser à l'autre bout de la France afin de trouver, comparer et choisir un agent immobilier qui correspond à leur recherche. Donc en fait, c'est pour choisir ça. En fait, l'application pour nous en tant que particulier, si effectivement moi demain je cherche soit à louer, soit à acheter un appartement, ton application va me permettre en fait de rentrer en relation avec l'agent immobilier. Exactement. Qui est basé typiquement si je cherche sur Lyon, qui va être sur Lyon. Oui, en fait, ça t'évite d'aller perdre de l'argent ou perdre du temps à te déplacer sur place. Aujourd'hui, comme je le disais, aujourd'hui sur les sites d'annonces en ligne, ça prend du temps de rechercher. C'est souvent des biens aussi qui sont des invendus. Donc ça te permet vraiment d'aller contacter un agent directement qui est spécialisé dans la location ou la transaction, ça dépend ce que tu recherches, et de déposer directement ta demande. En fait, donc derrière l'agent immobilier, soit il va te donner des biens off-market, mais en tout cas, il est au courant de ta recherche, soit dès qu'il va entendre un bien qui peut correspondre dans son entourage, avec ses collègues, etc., il peut te mettre directement dessus. Ça permet en fait d'avoir vraiment un suivi de ton projet. Donc à la fois, je rentre en contact en fait avec l'agent immobilier dans ma zone typiquement sur Lyon, et en plus, je peux déposer en fait concrètement ce que je recherche. C'est ça. C'est ce que j'allais dire. Du coup, en fait, au-delà de la recherche, enfin la seconde chose que peut faire le particulier, c'est de déposer un projet afin d'être vu et recontacté par les agents du secteur. D'accord. Donc il a deux choix. Soit il contacte les agents, soit il dépose un projet et il est recontacté sur son projet. Mais en fait, tout ça évite le démarchage intempestif des agents immobiliers. Quand on va rechercher son propre agent immobilier, après, si on décide de déposer le projet sur la carte, évidemment, c'est qu'on décide de vouloir être contacté. Et nous, moi, j'ai fait cette application-là pour les particuliers aussi, dans le sens pour... aujourd'hui, les particuliers pourront renseigner juste leur prénom, leur âge, leur projet, ce qu'ils souhaitent faire. Et derrière, c'est eux qui vont pouvoir contacter les agents. Mais eux ne pourront... Enfin, c'est à eux de décider, en fait, s'ils veulent être démarchés ou pas. Donc, c'est un petit peu pour les protéger sur ce plan-là. D'accord. Voilà. Donc moi, ça m'évite, pareil, donc je cherche un appartement sur Lyon, location, achat. Je mets en relation en fait avec les agents de Lyon. Ouais. Je définis en fait quel est mon projet, ce que je veux. Exactement. Et c'est là en fait l'agent en fait qui va venir à moi en fait pour me proposer. Exactement. Ok, donc ça me fait gagner du temps, ça me fait gagner de l'argent aussi. Oui, évidemment, ça t'évite de te déplacer ou autre. Et quand tu es sur Paris, c'est exactement pareil. En fait, si je cherche finalement un appartement sur Paris, où je pourrais me déplacer plus facilement. En fait, c'est la même chose que si tu cherchais à côté de chez toi. Comme je disais, ça t'évite d'aller faire le tour des agences immobilières du quartier. Aujourd'hui, comment marchent les agences ? Il y a des permanences. Donc, quand tu arrives dans une agence, il y a quelqu'un qui fait la permanence. Donc, la personne, tu choisis pas avec qui tu vas forcément travailler. Là, l'application, je permets en fait aux particuliers de choisir même avec qui ils vont travailler. Donc, et pourquoi ça c'est important ? Parce que moi, en fait, à la rigueur, si je suis locataire, travailler en fait avec un agent, à la rigueur, peu importe. Moi, ce que je veux, c'est que l'agent, en revanche, me trouve un bien. Donc, pourquoi, en plus, qu'est-ce que ça peut apporter, en fait, qu'en plus, je m'entende bien en fait avec mon agent ? Alors, ce qui est très important là-dedans, ça, je l'avais vu tout de suite, et même je l'ai vécu parce que ça va faire 8 ans que je suis dans l'immobilier. C'est qu'un agent immobilier, c'est vraiment quelqu'un c'est un conseiller. On dit même conseiller immobilier. C'est quelqu'un avec qui on va avoir une relation sur un court, moyen terme. Ça dépend. La location, ça reste du court terme. Bon, après, ça dépend. Parfois, l'agent immobilier fait de la gestion. Donc, s'il y a un problème dans l'appartement ou autre, on va l'appeler. Donc, il faut mieux être en bon terme. Et surtout, moi, je parle de la transaction ou de la transaction générale, que ce soit de la vente ou de l'achat. Comme je le disais avant, une transaction immobilière dure en moyenne 3 à 6 mois, voire plus. Donc, c'est là où est l'importance vraiment cruciale de travailler avec quelqu'un pas qu'on connaît bien, je ne demande pas à connaître bien l'agent immobilier, mais avec qui on s'entend bien et avec qui on a les mêmes valeurs et avec qui on souhaite travailler. Donc, tu penses que ça participe en fait à ce que la vente énormément. se fasse ? Ouais, énormément. Je trouve que quand ça se passe bien avec des vendeurs ou des acheteurs, les ventes sont beaucoup plus simples. Ouais. Voilà. Ok. Donc il y aura vraiment cette mise en relation en fait entre le particulier en fait avec l'agent et en fait ça va aussi, j'imagine, parce que pareil, si tu fais effectivement appel à des je vais à Lyon, je vais directement, donc là ça va me faire gagner du temps. Imaginons que je rencontre 2 ou 3 agences, parce qu'en fait il y a des agences physiques, mais j'imagine en fait que dans votre métier il n'y a pas que des agences physiques, il y a beaucoup en fait d'agents immobiliers qui n'ont pas de bureau physique, donc ça leur permet là aussi. En fait, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment, avec Untia, réconcilier l'humain et la recherche immobilière, tout en offrant une solution qui est transparente. Aujourd'hui, évidemment, il n'y a pas que les salariés agents immobiliers ou agents co qui sont rattachés à une agence, mais il y a aussi tous les mandataires indépendants, donc des gros réseaux comme IAD, BSK, Safety ou autres,
qui ont peut-être un petit peu moins de visibilité que ces agences-là. Donc en fait, moi aussi, l'objectif, c'était de leur donner beaucoup plus de visibilité et d'avoir finalement les mêmes cartes à jouer sur table que des agences immobilières qui ont un pas de porte finalement. D'accord. Ce que je voulais en venir, du coup, grâce à Untia, en fait, les agents immobiliers vont pouvoir se créer un profil, définir leur activité, que ça soit transaction, gestion, location. On a tout un panel où on fait aussi locaux commerciaux, viagers, etc. Les agents immobiliers vont pouvoir définir leur zone de chalandise sur la carte. Et sur cette zone, du coup, ils vont pouvoir être vus par des clients potentiels ou voir les projets en cours directement sur la carte. Comme ce que je t'ai dit, du coup, pour les particuliers, leurs possibilités. Et tout ça, aujourd'hui, j'ai voulu l'offrir avec un abonnement ultra compétitif. Le mode opératoire, c'est quoi? Comment ta solution en fait vit et fonctionne? En fait, j'ai voulu en fait faire un outil de travail ultra accessible à tous, qui me semblait hyper important, surtout pour les agents immobiliers qui commencent ou même ceux qui sont un peu plus expérimentés, et avec un abonnement ultra compétitif par rapport au marché en fait et des outils actuels. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 concurrents qui ont prouvé déjà ce concept, 2 concurrents directs. Il y a Meilleur Agent, qui a été créé en 2008 et qui met en relation les vendeurs et les agents immobiliers. Et cherchemoney.com, créé en 2015, qui met en relation les acheteurs et les agents immobiliers. Ces 2 entreprises ont des abonnements beaucoup plus onéreux que le mien aujourd'hui, mais en fait, ils fonctionnent aussi de la même manière. En fait, les particuliers vont sur leur site internet, remplissent un formulaire, et derrière, les entreprises redistribuent le projet à leurs agents du secteur, mais de façon aléatoire. Chez Untia, on a voulu se positionner très différemment, déjà avec une application mobile, il y en a très peu sur le marché, en tout cas sur ce genre de modèle, un système de géolocalisation, et en fait un contact direct entre le particulier et l'agent immobilier. C'est ça qui va changer en fait un contact direct de l'offre aujourd'hui, c'est ça? C'est plus le particulier avec l'agent? Exactement. Et en fait, j'ai voulu vraiment combiner ces 2 entreprises, ces 2 concurrences directes, en prenant du coup aussi donc l'achat de cherchemoney.com, la vente de Meilleur Agent, et puis du coup j'en ai rajouté pendant qu'on y est gestion, locaux commerciaux, viagers et autres. Et tout ça en fait pour en faire une bombe. Aujourd'hui, de prendre vraiment tout ce qui est existant, tout ce qui est vieillissant aussi, et moderniser tout ça en rajoutant un peu plus de fun. Et voilà, comme je disais, j'ai vraiment voulu réconcilier cette manière, la recherche immobilière et les agents immobiliers, en offrant vraiment une solution transparente et puis vraiment aussi aider les agents immobiliers à réussir dans ce monde qui n'est pas facile, d'éviter de s'endetter aussi. J'ai vraiment voulu leur donner un outil qui leur permet d'avoir du lead, d'avoir de la visibilité, de la notoriété, tout en ne s'endettant pas sur plusieurs mois et en se disant pas à la fin de chaque mois, tiens, j'ai tant de charges à payer, j'ai déjà mon réseau à payer, j'ai déjà tant de trucs, enfin voilà. Parce que concrètement, en fait, un agent immobilier, en fait, parce qu'en fait, il y a une concurrence qui est juste dingue. Je ne sais pas combien d'agents immobiliers vous êtes, mais en France, c'est à peu près 100 000 en moyenne. Moi, ça varie souvent, mais on en a perdu beaucoup quand même depuis la crise, mais environ 100 000, ouais. Donc, salariés, mandataires indépendants. Ok, donc en fait, il y a une concurrence en fait qui va être là. Il n'y a pas en face autant de biens. Donc en fait, tu es là pour aider en fait l'agent à avoir un accès, c'est ça? J'ai voulu aider les particuliers et autant les agents en fait. C'est vraiment l'application aujourd'hui, elle est B2B, B2C. Donc elle est gratuite pour les particuliers. Donc moi j'ai vraiment voulu donner une solution aux particuliers qui modernise un peu ce marché. Et elle est payante sous forme d'abonnement pour les agents immobiliers. Mais mon objectif n'a pas été de faire des abonnements à plusieurs centaines d'euros par mois. Non, ça a été de vraiment faire un abonnement qui est à moins de 50 euros par mois et qui permet aujourd'hui d'être un outil de travail et de pouvoir avoir des belles commissions, d'avoir des contacts, de se faire un réseau, d'avoir de la visibilité, de la notoriété. Parce que c'est ça, en fait, un agent immobilier qui va s'installer demain, en fait, son coût d'installation est important par rapport en fait, à tout ce qu'il doit utiliser comme outil de prospection, c'est ça? C'est très dur quand un agent immobilier arrive sur le marché, mais même qu'il soit salarié ou mandataire indépendant. Même mandataire indépendant, c'est encore pire parce que du coup, il doit se prendre une RCP, une assurance, une PJ, police... Enfin voilà, protection juridique, excusez-moi. Il doit se prendre derrière plein d'outils, même si les réseaux offrent déjà des outils d'estimation, des CRM, etc. Derrière, il faut aller chercher les leads. Donc soit on va faire comme je disais, de la prospection traditionnelle, et dans ce cas-là, ça prend du temps et c'est devenu un peu inefficace et ça agace le monde. Ou alors on va aller chercher des packs de leads à 200 euros par mois ou
ou toutes sortes de solutions possibles sur Internet, mais qui sont hors de prix. Et c'est pour ça que je disais au début, quand un agent immobilier arrive, il doit aller à tellement de charges financières, tu t'endettes en fait avant de gagner de l'argent. Et le vrai problème, c'est que quand un agent immobilier commence, le temps d'aller chercher ses premiers mandats, il faut compter 1 mois, à part si on en a déjà avant, mais bon, il faut compter 1 mois. Il faut à peu près 1 mois, voire 2 mois de commercialisation, si on est au bon prix d'ailleurs. Parce que sinon, si on n'est pas au bon prix, ça peut durer 1 an ou 2. Si on est au bon prix, ça peut durer encore 1 mois, le temps de faire des visites. Et puis après, il faut aller chez le notaire. Et puis chez le notaire, c'est minimum 2 mois. Donc en fait, les 6 premiers mois, les charges tournent. Donc les 6 premiers mois, en fait, il n'y a rien qui rentre. Ça, c'est sûr et certain. Et moi, on me l'a toujours dit, même dans l'immobilier. On m'a dit, Arthur, les 6 premiers mois, tu toucheras jamais rien. Donc, voilà, ça a été aussi une raison où je me suis dit, je veux faire un abonnement qui ne va pas ruiner les agents immobiliers et qui leur permettra potentiellement de commencer à avoir du lead rapidement, s'ils n'ont pas de contact autour. Ok, donc la solution, en fait, elle sort quand en fait, quand est-ce que nous, en tant que particulier, on peut l'utiliser? Alors, beaucoup de travail. Là, ça fait 1 an et demi qu'on est sur le projet, mais elle commence le 1er avril et c'est pas un poisson. D'accord, super. Okay. Et quelles sont vos ambitions par rapport à la première année, dans 5 ans, dans 10 ans, je te retrouve? Ce serait quoi, en fait, toutes tes ambitions? Là, l'objectif, c'est on a vachement bossé. On a déjà des mises à jour sur plusieurs années. Je vous garde la surprise pour plus tard. Mais moi, mon objectif, ça serait de développer en France sur la première année, deuxième année, voir comment ça se déroule aussi, pour voir si on a la preuve du marché qui marche. Si ça réussit bien, va falloir qu'on mette des équipes sales en place, aller chercher du budget aussi, même si on va se rémunérer avec notre chiffre d'affaires. D'ailleurs, l'application est gratuite du 1er avril jusqu'à fin septembre. Donc, on a vraiment voulu... Pour les agents, et évidemment du coup parce que ça restera gratuit pour les particuliers, mais pour les agents, pour leur offrir cette possibilité de tester, de créer leur profil et d'avoir vraiment 6 mois de gratuité et de leur montrer ce qu'on vaut. Voilà. Et sur le long terme, moi j'aimerais bien après aller chercher l'Europe. D'accord. Et là, dans les projections en fait, à 5 ans, quand est-ce que pour toi ça sera réussi? Bon, déjà, on va parler de réussite parce que vous y êtes quand même déjà, mais pour toi, ce sera significatif à partir de quand? À quel moment? Je pense qu'on n'a jamais... Est-ce que c'est le nombre de particuliers qui va être, le nombre d'agents, en fait, les transactions, c'est quoi en fait? En fait, moi, je me suis toujours dit que faut pas se dire qu'on a réussi trop tôt. Je dirais qu'on a réussi une fois qu'on aura une structure assez grosse et que on tournera bien et que j'aurai le temps de faire autre chose. Mais non, pour l'instant, moi, la guerre est loin d'être finie et faut être sur le terrain. Et je pense pas encore à la réussite. Aujourd'hui, on a encore beaucoup de choses à faire. J'ai encore des murs qui m'arrivent dessus tous les jours, donc faut jamais lâcher. Ok, mais alors les objectifs, c'est quoi? Enfin, dans 5 ans, surtout dans 5 ans, c'est quoi? Dans 5 ans, moi j'aimerais bien, comme j'ai dit, j'aimerais bien aller vers d'autres pays, développer la France. Une fois que la France est lancée, on met nos équipes en France, des équipes dans chaque secteur, département, et puis après, on va aller chercher d'autres pays, développer pays par pays. On va retourner en Angleterre, en Espagne, en Italie. Donc, Parce que là, ton potentiel, il est tellement grand, parce qu'en fait, les transactions, puis en plus, la bonne nouvelle, là, ça y est, ça redémare avec les taux. Enfin, il y a beaucoup plus de dynamique par rapport à il y a 2 ans. On est tombé sur une méga période, là. Ça, c'est juste génial. Donc, en fait, la projection, en fait, elle est immense, parce que les transactions sont toujours là. Il y aura de plus en plus, effectivement, de personnes qui voudront bouger et acheter. Ça reprend, donc, les taux d'intérêt ont baissé. Pendant 2 ans, ça a été complètement bloqué. Moi, j'ai eu des ventes qui ont stagné. Et là, on voit que depuis début 2025, les vendeurs reprennent confiance et les acheteurs surtout aussi. Donc, en fait, à partir du 1er avril, je peux prendre ta solution. Exactement. Et je peux m'inscrire. Faire si j'ai en fait une demande particulière de location et d'appartement ou d'achat, et là tu vas mettre en fait en relation face à des agents. Exactement. Ok, super. Alors on a bien compris en fait que tu étais est-ce que je dis passionné ou pas par l'immobilier, ou c'est trop fort? Non, je suis passionné par l'immobilier. Et comment t'es tombé dedans? Alors, j'étais pas dedans depuis, j'ai pas baigné dedans depuis que j'étais tout petit. J'ai commencé moi par la restauration. Donc, j'ai fait une école hôtelière à Paris qui s'appelait Jean Drouin-Médéric. J'ai fait un bac techno. Donc c'était moitié général, moitié pro. J'avais adoré cette école. C'était génial. Bon, déjà, j'étais pas quelqu'un de très scolaire. Déjà, au collège, lycée, je sais pas, j'aimais pas. C'est pas que j'aimais pas les cours, je m'y intéressais moyennement. Moi, j'ai toujours en fait que c'est l'école qui t'aimait pas. En fait, tu vois ce que je veux dire? Que toi, à un moment ou un autre.
J'étais toujours très je m'en foutiste à l'école. Okay. J'écoutais, ça m'intéressait pas. Je chopais un peu ce qui m'intéressait ou pas. Après, j'étais pas un élève turbulent. J'étais vachement dans la lune. Bref, je savais que finalement l'école n'était pas forcément fait pour moi. Je suis toujours passé au fil des rasoirs à chaque examen, même si j'ai tout eu. C'était vraiment limite, que ce soit le brevet ou le bac. Bref, du coup, en fait, je suis parti en école hôtelière parce que du coup, il y avait ce moitié pro et moitié aussi école. Ouais, bah oui, moi j'ai toujours été dans le concret. Moi, il me faut de l'action, il faut que je bouge. Faire des maths et de l'histoire toute la journée, ça m'intéresse pas. Ouais. Et du coup, l'école hôtelière m'a permis de faire ça. Du coup, on avait un restaurant d'application. On allait faire des stages tous les 3 mois dans des super restaurants. On avait des activités. Je me souviens, le mercredi matin, on avait de l'œnologie. L'après-midi, on était en cuisine. Le jour d'après, on était en salle. Attends, je stoppe 2 secondes parce que ton bracelet, à mon avis, il y aura... Hop, voilà. Ouais. Et puis voilà, ça a été du concret. J'ai bien aimé. Ensuite, je suis parti directement après mon bac techno. J'ai pas voulu continuer les études, ça m'intéressait plus. Mais tu fais quand même l'école hôtelière. L'école hôtelière, c'était de mes 15 à mes 18. C'était un bac hôtelier. Ah, ok, c'était un bac hôtelier. D'accord. Et une fois que j'ai eu le bac, j'ai décidé de partir à Londres. Parce que j'étais jeune, j'avais 18 ans. J'avais besoin d'explorer, j'avais besoin de faire autre chose. Les études, c'était pas pour moi, je le savais. Même si dans ma tête, je me disais j'allais le payer cher plus tard. C'est vrai ? Ouais, parce que je sais que mes copains partaient tous vers des études super top. Ma sœur aussi. Donc je m'étais dit, bon, Arthur, allez, on fait ton expérience, tu prendras les études plus tard. J'avais un peu peur là-dessus. Mais c'était difficile, en fait, de voir les autres faire des études et toi, non. Parce qu'en fait, en France, on reste quand même dans le schéma, il faut faire des études, etc. Et comment, en fait, on assume, et à 18 ans, ou qu'on décide, en fait, alors que les autres... comment tu le vis dans ces cas-là ? Parce qu'il y a plein de jeunes qui vont être dans cette représentation. Comment on le vit ? C'était un parcours assez particulier parce que je sais que mes amis continuaient tous les études et qu'ils allaient avoir potentiellement de l'argent plus tard. Mais moi, à cet âge-là, je faisais de l'argent aussi avant les autres. Donc en fait, moi, j'avais beaucoup d'argent, mais j'avais pas d'études. Et les autres faisaient des études. L'hôtellerie, c'était de l'argent très, très rapide quand même. Quand t'arrives... Bon, déjà, avant mes 18 ans, je faisais déjà des extras. J'ai commencé à bosser très tôt, moi. Des extras en cash à droite à gauche. Et puis après, quand je suis arrivé à Londres, et j'avais déjà de l'argent, du coup, même pendant le lycée, j'avais pas mal d'argent. Et après, quand je suis arrivé à Londres, j'ai commencé à avoir un salaire à mes 18 ans, ce qui n'est pas le cas de plein de jeunes de cet âge-là. Et du coup, c'est vrai que c'était assez agréable d'avoir cette liberté financière des très jeunes et en partant à Londres, d'avoir cette liberté aussi personnelle. Parce que moi, quand je suis arrivé là-bas, je me suis senti tout de suite, c'était un truc de fou pour moi. J'arrivais, je prenais l'Eurostar, je me dis bon... Allez, t'as tes deux pieds, 2 mains, tu dois faire quelque chose de ta vie et tu dois faire c'est vraiment cette aventure. J'entends pas de peur, donc t'as pas de peur à ce moment-là ? Si, on a toujours de la peur. Mais elle est où ta peur dans ce cas-là ? La peur de pas réussir, la peur d'être seul, de pas avoir assez de... qu'est-ce que tu entends par peur ? Parce qu'en fait, à 18 ans, donc t'arrêtes, tu pars en Angleterre. Alors certes, t'as de l'argent, mais une fois de plus, donc tes amis, eux, continuent leurs études, donc t'es en fait un peu à part. C'est ça. Tu pars en Angleterre, à 18 ans, en fait, il faut quand même avoir une certaine maturité. Mais quoi, c'est de la liberté d'y aller ? T'as pas de peur en fait de te retrouver tout seul là-bas à Londres ? Non, moi j'ai toujours eu la chance de mes parents qui m'ont quand même vachement accompagné et qui m'ont vachement aidé dans tout mon parcours. Et puis quand je suis arrivé là-bas, j'avais mon cousin aussi Théodore qui travaillait dans la tour The Shard, la grande tour en pic, qui est énorme d'ailleurs, mais qui travaillait au 40e étage. Et moi j'avais été au Shangri-La au 5e. Et il m'avait accueilli chez lui pendant 2-3 semaines et il m'avait aidé à aller chercher des appartements. Donc avant de partir, il m'avait logé. Et puis ça m'a permis de vraiment mettre un pied aussi à Londres et d'avoir quelqu'un qui m'accompagne un peu. Bon, il est parti 3 semaines après, on s'est vraiment croisés, mais au moins il m'a aidé à m'installer. Et puis après, du coup, je suis rentré au Shangri-La Londres, où c'était une super expérience. Très, très dur, très très dur. On était en coupure. Moi, quand je suis arrivé en tant que... j'avais eu mon bac. J'arrivais d'une école hôtelière, donc on m'a tout de suite mis sur un piédestal. On m'a mis tout de suite manager face à des personnes beaucoup plus âgées que moi qui parlaient anglais aussi, donc il y avait la barrière de la langue. Mais j'imagine pas forcément évident. Pas du tout évident. Non. Ouais. Non. Je m'en souviens, j'avais fait un premier briefing. Il m'avait dit bon, Arthur, tu dois faire un brief à toute ton équipe. Alors déjà, je parlais très peu anglais
Et mon expérience n'était pas là. Donc, on a tout de suite vu que ça allait pas le faire. Du coup, on m'a remis en tant que chef de rang pendant 2 mois, le temps que j'apprenne bien l'anglais et le temps que... et retrouver confiance. Et que je reprenne confiance et que Bien je prenne sûr. connaissance des lieux aussi. Et puis après, on m'a repassé, du coup, en tant que maître d'hôtel. Et puis après, là, ça allait beaucoup mieux. Et je me faisais un peu plus respecter parce que j'avais appris à connaître ces personnes-là aussi. Ouais, c'est Voilà. ça. Ok, ça aide. C'est très important. Et donc après, comment tu arrives en fait à l'immobilier? Alors, justement, c'est ce que je disais, j'ai fait de la coupure, des journées très longues, j'ai été dégoûté de la restauration. Complètement. Je suis revenu au bout d'un an, j'ai dit stop, je rentre à Paris, je veux plus en faire. On n'a pas nos week-ends, on n'a pas nos soirées. Et puis pour moi, la restauration, c'est un métier de passionné. Il faut être passionné par ce métier-là. Si on ne l'est pas, que ce soit dans la cuisine ou dans la salle, si on n'est pas passionné par la restauration, au moment, ça ne marche plus. Et moi, ce n'était pas le cas. Donc je suis rentré en France. Donc là, t'as quel âge? J'avais 19 ans. Ouais. J'avais 19 ans, donc là, nouvelle vie, je retourne chez mes parents, et puis ma mère qui me dit Arthur, ce serait bien que tu te fasses une liste des métiers qui peuvent potentiellement te plaire. Parce que là, tu sais pas du tout ce que tu veux faire. Oh non, j'étais rentré, j'avais de l'argent encore, je vivais la grande vie pendant 6 mois, j'avais rien fait, et bon, même mes parents qui m'ont toujours appris quand même aussi le sens du travail. T'avais travaillé. Enfin, j'avais travaillé pendant Oui. un an, enfin énormément, et puis là, je m'étais lâché pendant 6 mois, où bon, mes parents m'ont toujours dit Arthur, faut quand même que tu bosses, ils m'ont toujours appris le sens de l'argent et du travail. Donc, ils m'ont vite mis un petit coup de pied aux fesses en me disant faut que tu retrouves quelque chose. Et donc, ma mère m'avait fait une liste de plusieurs métiers. Elle m'avait dit ce serait bien que tu regardes quel type de métier tu pourrais faire. Et du coup, j'avais été dans un salon, je ne sais plus le nom. Et il y avait un stand Guy Hockey ou je ne sais quoi où j'avais rencontré des agents immobiliers et j'avais discuté avec eux. Je me suis dit tiens, ça c'est un métier qui me plairait. Je suis quelqu'un qui est très curieux, j'ai une très bonne mémoire visuelle et j'adore visiter chez les gens. Ouais, ça a été un des premiers trucs de pourquoi j'ai voulu faire de l'immobilier, aller visiter des appartements. Pourquoi? Et changer en fait ce rythme de la restauration où tu arrives à 8h, tu repars à 17h, tu vois le même restaurant. Là, c'était vraiment ce truc, tiens, je vais aller voir des clients différents, dans des lieux différents, etc. Et pourquoi t'aimes bien? Alors, je comprends effectivement la diversité des personnes, et pourquoi les lieux? Je sais pas. Pourquoi t'aimes bien? Dans la rue, moi, j'ai toujours levé la tête, j'ai toujours regardé les derniers étages, les balcons, les terrasses. Quand j'arrive chez les gens, je regarde tout. Je peux pas m'empêcher d'aller voir jusqu'aux toilettes à quoi ressemble l'appartement. Ouais, j'adore. Je suis très curieux là-dessus. Je l'ai toujours été. Et c'est ce qui m'a poussé dans l'immobilier. Et du coup, après, j'avais eu un contact c'était une agence à Puteaux. Et j'avais fait un stage d'1 semaine avec un agent. Et d'ailleurs, s'il m'entend, je ne sais plus son prénom et j'aimerais bien lui dire merci parce qu'il m'avait accompagné sur tous ses rendez-vous pendant 1 semaine. Et j'avais adoré ce métier-là. Et donc là, ça y est, tu découvres ta passion. Ça y est, ouais, j'ai découvert vraiment cette passion-là. Je voulais plus en démordre. Du coup, ce que j'ai fait, c'était, moi, mon objectif, j'ai toujours vu essayer de voir les choses en grand. Je me dis, tiens, je veux créer une agence immobilière. Et du coup, pour créer une agence immobilière, il me faut une carte de transaction. Donc, en fait, une carte de transaction, tu l'as comment? Je crois que c'est 10 ans d'exercice et faut payer quand même pas mal à côté. Ou alors, si t'as pas tes 10 ans, faut payer une grosse somme. Ou alors, il y avait l'option faire un BTS. Profession immobilière sur 2 ans qui te permettrait d'avoir l'obtention de la carte T. Donc moi je me suis dit bon Arthur t'es encore jeune, va faire tes 2 ans de BTS, ça te fera un bac plus 2, au moins tu pourras dire que t'as un bac plus 2 et en plus de ça tu auras appris l'immobilier en cours. Ce que je ne regrette pas du tout. Même encore une fois, je me suis dit allez retourne faire des études, ça va le faire cette fois-ci, t'as grandi. En fait non, ça me plaisait toujours aussi peu les études, même si c'était un métier qui me passionnait, j'étais pas tout scolaire. Et bon, j'ai réussi à l'avoir le BTS, j'ai réussi à avoir cette carte de transaction. Et l'aventure commence. Et puis aventure qui commence. Donc j'ai été salarié dans une agence. Combien de temps? J'avais été dans une première agence pendant 3 mois, ça s'était pas très bien passé, je m'entendais pas trop avec la directrice et là où j'ai fait la rencontre de Jean-Francis qui était directeur d'une autre agence à Nanterre qui m'avait démarché et qui voulait absolument que je vienne bosser avec lui. Et du coup, je suis allé travailler avec lui et là j'étais avec Juliette et Jean-Francis, ils étaient 2 dans l'agence et là j'ai passé 2 ans de folie. Ils m'ont c'était un peu comme mon papa et ma sœur qui m'apprenaient l'immobilier. Juliette qui a 2-3 ans de plus que moi et Jean-Francis qui est un peu plus âgé. Et ils m'ont tout appris dans l'immobilier, ils m'ont accompagné sur toutes leurs visites, j'ai fait mes premières ventes, enfin ça a été super. Et puis au bout de ces 2 ans, j'ai décidé j'avais été démarché par des anciens contacts qui voulaient créer une agence immobilière.
Donc là, était vraiment ma première aventure entrepreneuriale finalement. Et moi, eux, ils avaient créé la chose et moi, j'avais la carte T, qui était hyper importante dans ce métier parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas tout le monde qui l'a. Et du coup, j'ai monté un peu cette structure avec eux. Finalement, on ne s'est pas entendu pour des raisons que je ne citerai pas. Mais finalement, cette histoire, elle est tombée un petit peu à l'eau. Mais je regrettais pas du tout parce que j'avais quand même quitté mon agence, mon CDI. Je m'étais lancé dans un vrai truc qui a duré une année. Et finalement, c'est tombé à l'eau, mais c'est pas grave, j'ai pas regretté, j'ai pas lâché l'affaire parce que ça m'a quand même appris, ça m'a permis en fait de sortir de cette stabilité et ça m'a permis d'apprendre aussi les rouages en fait de l'entrepreneuriat, comment créer, quel est l'administratif. On avait même pris des stagiaires, des locaux, on était allé assez loin. Donc voilà. À partir de ce moment-là, je suis repassé en tant que mandataire indépendant parce que je voulais, dans ma tête, j'avais toujours ce truc où j'ai toujours voulu créer quelque chose. Je savais pas quoi, mais je voulais aller dedans. Et du coup, j'ai fait mandataire indépendant pendant 1 an, 2 ans. J'ai vu que ça me plaisait pas, j'ai cherché des idées. Et puis là... Donc là, mandataire indépendant, c'est que t'es seul? Ouais, je suis tout seul, sous un réseau. Donc c'est un réseau qui me donne un CRM que je paye mensuellement. Donc c'est là qui coûte un peu cher? Oui, ça coûte un peu cher. Ça dépend des réseaux. Encore une fois, je ne citerai pas de nom, mais là, finalement, aujourd'hui, je me suis mis dans un réseau qui me coûte pas trop cher et qui me permet de faire le travail. D'accord. Où je voulais en venir. Oui. Et en fait, voilà, il s'est passé encore 2 ans en tant que mandataire indépendant. Je faisais mes ventes, mais je m'ennuyais, même si l'immobilier. Et comment tu trouvais en fait mes journées? Ouais, non, mais comment tu trouvais les biens? Comment tu faisais en fait? J'ai la chance d'avoir grandi à Nanterre et d'avoir toujours vécu là-bas, à part ma petite excursion à Londres. Mais j'avais quand même pas mal de contacts. C'était les voisins, les amis des parents, des amis qui commençaient à faire de la recherche immobilière. J'allais voir les commerçants. Enfin, j'étais quand même. Enfin, je connais du monde à Nanterre, donc en fait, la prospection était plutôt simple pour moi. Mais malgré ça. Oui, mais alors là, je vais déjà faire un arrêt sur image, mais en fait, la prospection est simple pour toi, alors que pour moi, enfin, pas pour moi, mais ça peut être la chose la plus difficile. C'est quoi pour toi la prospection? Ouais, mais comment tu arrives en fait, premièrement, et comment en fait, même si effectivement tu connais du monde, moi si j'ai mon bien en fait à vendre et que je suis un peu plus, je suis un peu plus senior que toi quand même, est-ce que je vais te le confier à toi qui es jeune? Enfin, qu'est-ce que tu fais pour qu'en fait l'alchimie se passe bien? Et qui fait quand finalement on te fait confiance. Faut établir le lien de confiance. Je pense qu'il faut arriver, faut pas tout de suite parler argent, faut pas tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Faut créer quand même un lien amical avant n'importe quel contrat à signer ou autre. Moi, quand je faisais de la prospection, généralement j'arrivais toujours à me débrouiller, parce que les gens en interne à dire tiens, on a un contact qui vient de tel endroit ou autre pour détendre un petit peu de l'atmosphère, parce que quand on arrive chez quelqu'un qu'on connaît pas, c'est toujours un peu plus il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de lien qui est créé. Donc j'étais toujours arrivé chez des clients en leur disant tiens, on a un contact là-dessus. Enfin, je savais déjà ce que j'allais leur dire et comment créer ce lien. Mais donc, c'est quoi la recette? Parce qu'en fait, demain, il y a peut-être effectivement des jeunes qui nous écoutent, qui voudront demain créer leur société. Ils sont peut-être très bons, mais peut-être pas effectivement sur la partie commerciale où c'est difficile, la prospection est difficile. Et puis surtout, en fait, toi, dans ton activité, tu étais seul. Donc c'est toi qui te met en avant. C'est pas un produit, c'est toi qui dois montrer et créer de la confiance. Donc qu'est-ce que tu vas mettre en avant pour que l'autre en face se dise ok, je te confie mon bien, je te fais rentrer dans ma maison et je te laisse. C'est quoi en fait pour toi les ingrédients de la recette qui fonctionne bien? Je pense que les ingrédients, c'est surtout bien se présenter. Ça veut dire quoi? Bien se présenter, donc bien s'habiller. Je parle pas non plus d'être en costard, mais d'être assez élégant, de sourire. Mais comment tu souris? Ça dépend de chacun, d'arriver, d'avoir le sourire, d'être quand même content d'être là, d'instaurer en fait ce truc assez positif. Donc vraiment, en fait, tout va jouer vraiment, je pense, dans la façon dont tu gères ton relationnel. Donc ta présentation, ton sourire, la façon dont tu parles, la façon d'être avenant, essayer d'aussi intégrer un petit peu d'humour, essayer de ne pas être trop dans les affaires. Mais c'était un effort que tu faisais non, ou t'es comme moi j'ai ça? toujours été comme ça. Ouais. Donc on va un peu creuser et sans faire une séance de coaching sur le podcast. Moi j'ai toujours été assez détente là-dessus. Ouais. Oui, mais comment tu fais? Parce qu'en fait, c'est ce qui va faire toute la différence. Comment tu arrives en fait à avoir un sourire? Et en fait, on le voit. Comment ce sourire qui est authentique, qui est vrai? Parce qu'en fait, derrière un sourire, il y a évidemment un mental. Bien sûr, mais je pense que c'est propre à chacun. Mais toi, c'est quoi ta recette pour en fait avoir un sourire et avoir ce mental-là et être aussi positif, optimiste?
Alors, tout à l'heure, tu disais effectivement que tes parents, certainement, t'ont donné de la confiance, ça c'est sûr, et ça c'est chouette. Ils m'ont donné tous les bons outils, en tout cas, pour réussir. Les bons outils, c'est qu'ils m'ont aimé, ils m'ont accompagné, ils m'ont appris la valeur de l'argent, ils m'ont appris la valeur du travail. Aujourd'hui, je pense que on a de la chance, et, je pense que les chances sont assez inégales à la naissance, mais après, je pense que dans le travail, la chance, ça se provoque. Donc, il faut aussi faire un gros travail sur soi-même. Wow, c'est beau ce que tu dis. Ouais, et c'est quoi le travail que tu as fait, ou c'est quoi le travail qu'il faut faire? Le travail, c'est que j'ai bossé beaucoup. J'ai rencontré beaucoup de monde dans ma vie, ce qui m'a permis aussi d'arriver à doser et d'arriver à savoir comment parler à des gens. Parce que quand on va voir des gens, il y a des profils tellement différents de tous les côtés. Des gens sont sérieux, il y a des gens qui sont fermés, il y en a qui rigolent facilement. Enfin, on rencontre des types de profils très différents toute la journée, et je pense que c'est le fait d'avoir rencontré pas mal de personnes dans ma vie qui m'a permis de devenir un petit peu un caméléon aussi, d'arriver à s'adapter à la personne à qui on est en face de soi. C'est très important. Alors, j'ai pas de recette pour ça, à vrai dire. Tu sais que je fais du coaching, et en fait, on parle de l'intelligence situationnelle. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, c'est ça. L'intelligence situationnelle, c'est qu'en fait, tu vas comprendre la maison de l'autre. Donc, on va faire en fait une analogie en fait avec ton métier. Tu vas comprendre la maison de l'autre. Mais si maintenant ta maison, tu la trouves pas superbe, si ta maison, en fait, elle est pas jolie ou tout ce que tu veux, forcément, la maison de l'autre, elle peut te faire un électrochoc en disant j'aimerais bien. Donc, tu peux pas faire véritablement l'intelligence situationnelle. Il faut d'abord que toi, t'ailles bien. Oui, bien sûr. Alors, comment tu fais, toi, pour aller bien? Et ça se voit que tu vas bien. Je sais pas. Je pense que... Si on ouvrait un petit peu ton mental, c'est quoi ton mental? Comment il est ton mental? Comment tu vois la vie? Comment tu vis la vie? Quand le matin tu te lèves, est-ce que tu es toujours positif? Quand en fait à un moment donné tu es un peu down parce que tu restes comme un humain, quelle est ta ressource pour remonter? Je pense qu'il serait important aussi de parler du coup de comment... Je pense que ce qui peut être très important pour nos interlocuteurs, c'est de vraiment parler de cette expérience entrepreneuriale, ou comment on ressent les journées, comment on voit, comment on ressent en fait finalement l'entrepreneuriat en lui-même, comment on se lève le matin, quels sont les murs, etc. Oui, mais avant même d'être entrepreneur, ça je couperais. En fait, c'est pour ça que tu es un entrepreneur. Ouais. Donc on va pas parler d'entrepreneur. Je continue en fait sur ton mental. Ok, excuse-moi. Sur ton mental. Donc en fait... Donc, tu es plutôt positif. Enfin, c'est quoi ta définition de la vie? Comment tu regardes la vie? Moi, j'adore la vie, mais moi, j'adore me réveiller le matin et me dire j'ai plein d'objectifs à faire. C'est marrant parce que quand je me réveille le matin, je me dis tiens, il y a tout ça à faire, donc je me concentre vraiment sur mes objectifs. Je sais que c'est une bonne chose, et surtout en tant qu'auto-entrepreneur, tu travailles pour toi. Et c'est là où ça me plaît le plus en fait dans cette histoire, parce que toutes les choses que tu fais, ça te permet d'avancer toi et de te faire évoluer toi-même. Tu bosses pas pour quelqu'un, tu bosses pour toi. Et à la fin de la journée, tu es hyper fier de toi aussi. Parce que du coup, toutes les choses que tu as pu surmonter et que tu as finalement, comme je revenais à la chance que je te disais, que tu as créé. Donc, tu as créé cette chance aussi d'avoir ces opportunités. Donc, maintenant, c'est ton objectif de bien les finaliser. Et quand tu les as finalisées, tu es très content de toi-même, en fait. Donc, en fait, tu mets le projecteur sur toi. Ouais. De ta façon, effectivement, et pas le projecteur sur toi avec de l'ego, mais avec de te dire, ce soir, quand je vais me coucher, je vais être fier de moi. Donc, je vais mettre toutes les actions dans la journée pour que le soir, tu te dises, je suis fier. Attention, ouais, bien sûr, mais attention, c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup de... Évidemment. Mais il faut arriver à se contenter. Il est où le stress dans ces cas-là? Et il est où? Si aujourd'hui, tu devais définir ton stress, il est où ton stress? C'est sur la peur de mal faire, je pense. Ok. Même si au fond de moi, je sais que je vais y arriver, je pense que c'est humain. Quand j'arrive à un rendez-vous assez important, quand j'ai des calls assez importants, quand je vais aller faire des démarches très importantes, on a toujours ce stress. Je pense que ça peut être que quelqu'un ait 20, 30, 40 ans d'expérience, ce stress. On se dit toujours, tiens, j'ai toujours ce doute de ne pas y arriver. Et finalement, non, je pense qu'il faut avoir confiance en soi. Et en même temps, tu y arrives après, généralement, tu y arrives. Mais oui, en fait, j'y arrive. Et comment tu y arrives? C'est parce que tu travailles beaucoup? Parce que tu te prépares beaucoup quand tu as un rendez-vous important? Je me prépare énormément. Alors, je suis quelqu'un qui ne parle pas énormément quand je me prépare. J'ai besoin d'être seul. Okay. J'ai besoin de ne pas me mettre trop de choses dans la tête. Par exemple, avant de venir avec cette interview, j'ai été marcher 20 minutes, je me suis vidé un petit peu la tête et je me suis concentré. T'es dans ta bulle, en fait. Ouais, je me mets vachement dans ma bulle. Je réponds pas aux appels, je me concentre, en fait. Je me concentre. Comme le sportif j'essaye de respirer doucement, de souffler et d'arriver le plus concentré possible.
Là, tu disais, pour préparer le rendez-vous, en fait, que tu viens de faire une levée de fonds. Quand on est face à des investisseurs, pour un entrepreneur, c'est compliqué, et encore plus certainement quand on est jeune. Bien sûr. Et qu'il y a un enjeu, parce que c'est ta boîte, de réussir, parce que tu as aussi un collectif que tu as embarqué. On va parler de tes associés. Donc, pareil, comment ça se passe, ton premier rendez-vous en fait, avec un investisseur? Comment tu t'es préparé? Alors, c'est quoi, pareil, quels seraient les ingrédients si en fait, un jeune demain nous écoute et doit vivre cette expérience-là? Alors après, chacun sa propre expérience et le vit différemment parce qu'on a tous une singularité. Mais si tu avais en fait quelque chose, des conseils, comment tu t'es préparé? Je pense qu'il faut très bien choisir ses investisseurs. Parce qu'il y a plusieurs types d'investisseurs. Il y a déjà le Friends and Family, donc ton entourage, qui est très important, que ce soit les amis, la famille ou les contacts un peu plus lointains. Et il y a des investisseurs, plus comme des business angels ou des gens qui ont beaucoup d'argent, qui peuvent mettre beaucoup d'argent, mais c'est un autre profil. Moi, quand j'ai levé des fonds pour la première fois, j'ai tout de suite été faire du Friends and Family parce que c'est des gens qui suivent mon projet depuis un petit bout de temps, qui croient en moi. Évidemment, les gens qui croient en moi me donnent pas de l'argent sur un plateau, mais ils me le disent si c'est bien ou c'est pas bien dans ce projet-là. Donc là, aujourd'hui, tout le monde m'a dit que c'était super, tout le monde est prêt à investir. Le plus complexe, c'est d'arriver à faire comprendre aux gens et à faire croire aux gens que le projet est super. Et derrière, quand tu vas chercher des fonds sur du Friends and Family, moi aujourd'hui, je cible très bien les gens parce que c'est des gens où je leur donne une opportunité d'investir parce que je peux leur rendre aussi x10. Mais aussi, eux me donnent leur confiance parce qu'ils investissent et ils connaissent le risque aussi de tout perdre. Et sans donner de chiffres, c'était une belle... au départ, c'était une belle... J'ai fait une première levée de fonds en dizaines de milliers d'euros, en tout cas au tout début, non, à la moitié du projet, pour aller en fait faire tout le développement de l'application. Okay. Et puis là, on est en train de faire une deuxième levée de fonds un peu plus importante, du coup, pour... permettre de vivre sur les 6 premiers mois d'application gratuite. D'accord, ok. Ouais. Et donc là, c'est auprès d'investisseurs? Là, c'est auprès d'investisseurs. Et comment ça se passe en fait la première fois que tu vas voir un investisseur? Comment on se prépare? Comment ça se passe? Encore une fois, quand un investisseur rentre, il prend du capital. Donc, la personne, tu vas devoir lui rendre des comptes tous les ans. Ou alors, lui, il va t'en demander. Donc, tu dois très bien cibler tes investisseurs parce qu'ils vont devenir actionnaires. C'est comme un mariage, en fait. Un mariage... donc, comme mon beau-frère qui travaille dans les startups et ma sœur aussi m'avait très bien dit, aujourd'hui, tu dragues la personne. C'est comme si tu préparais le contrat de mariage, mais il faut aussi prévoir le divorce. Donc, c'est comme une relation dont tu rentres. Donc, il faut très bien cibler ces investisseurs. Moi, j'ai ciblé du coup mes amis, mes parents, et puis pour les derniers investisseurs sur la dernière levée de fonds, je vais chercher des agents immobiliers qui me connaissent, qui savent comment je travaille, avec qui je sais que je peux bosser, et qui m'aideront aussi sur le développement de l'application. Même s'ils investissent juste de l'argent, ils vont rentrer au capital, mais derrière, ils auront aussi un intérêt à aller parler de l'application ou autre. Donc aujourd'hui, il y a combien en fait, de personnes qui te suivent, qui ont investi dans ta société? Un peu plus d'une dizaine. D'accord. Entre 10 et 15. D'accord. Et c'est quoi après l'objectif pour les prochaines levées de fonds? C'est que tu stoppes en fait les... Moi, j'aimerais ne plus lever de fonds après. C'est pour ça que j'ai très bien visé mes premiers actionnaires, parce que c'est des gens que je connais bien et qui croient en moi et je crois en eux aussi, et j'ai envie de leur rendre l'appareil. Mon objectif, ça serait de ne plus aller lever de fonds parce qu'une fois qu'on aura du chiffre d'affaires, normalement, on pourra se permettre de vivre, en tout cas sur ce qu'on veut faire pour l'instant. Après, si on doit aller démocratiser ça et faire une super structure de dingue, évidemment, on va devoir aller chercher de lever des fonds. Et là, on ira chercher du coup des investisseurs, plus des business angels qui pourront mettre plusieurs centaines de milliers d'euros et qui nous aideront dans ce développement-là. Mais pour l'instant, j'en ai pas eu besoin. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, vous êtes combien d'associés en tout? Le cœur donc il y a ta sœur qui a effectivement rejoint l'aventure. Oui, dès le début. Alors comment j'ai commencé? Alors moi j'ai commencé à ouvrir un Microsoft Word en septembre 2023 et j'ai écrit pendant un an, même moins d'un an, 8 mois, j'ai écrit le projet. Et j'ai eu la chance d'avoir Margot en tant qu'avocate des affaires, qui est ma sœur, qui, avant n'importe quelle association, qui était ma sœur et qui m'a aidé dans ce projet, qui a regardé avec moi. Pendant 8 mois, j'ai écrit un dossier de 60 pages. J'allais voir mes parents, mes amis, mon entourage. Je leur disais c'est bien, c'est pas bien. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très important d'avoir des gens proches qui s'est entourés, parce que si je faisais n'importe quoi, ils m'auraient dit stop, on arrête là, ou alors c'est nul ton truc. Mais non, là ils me disaient c'est bien, tu tiens quelque chose, et ils ont été très, très durs là-dessus en disant encore.
Et mon beau-frère qui travaille dans les startups, lui est très habitué à ce genre d'entreprise. Et je venais le voir, je le pitchais. Il me dit, tu reviens plus tard, t'es pas prêt. Donc là, on en est arrivé au dossier de 60 pages finalisé au bout de 8 mois. Mais en même temps que tu fais ça, t'es mandataire, tu continues à faire. J'étais mandataire, bah oui, il fallait que oui, bien sûr, je continuais mon métier d'agent immobilier. D'accord, ok, donc c'est à côté. Ouais, et puis je faisais de la restauration aussi, on en reviendra, mais je continue encore à faire de la restauration aujourd'hui en plus, j'ai 3 métiers. Mais enfin voilà. Et donc au bout de 8 mois, j'arrive avec mon dossier de 60 pages et je me dis, bon, qu'est-ce que je fais maintenant ? Faut que j'aille me prouver. Je parle que de ça à mon entourage et mes proches. Ça se trouve, je vais aller voir un incubateur ou un investisseur, il va me dire, mais t'es complètement à l'ouest, mon pauvre. Donc ce que j'ai été faire, c'est que je me suis dit, je vais aller passer des concours dans des incubateurs. Donc il y a eu la Pépinière 27 et il y a eu Paris & Co. Donc je suis arrivé... Donc là, tu es face à... Pépinière 27, j'étais face à 3 jurys de personnes qui voyaient des startups tous les jours. Et je m'en souviens toute ma vie de cette expérience-là. J'étais en R, donc mon nom de famille c'est R, donc j'étais en tout dernier, fin de journée. J'arrive, j'avais préparé un super deck, un super pitch. J'avais envoyé le dossier en amont, etc. Et j'avais vraiment ce truc, t'as 5 minutes pour pitcher, pas une seconde de plus, sinon t'es exclu en fait. J'avais fini le truc en 4 minutes 58. Je m'étais tellement entraîné, je le connaissais sur le bout des doigts. Et au bout des 5 minutes, ils me regardent tous. Il y a eu une question et sinon ils m'ont dit bon bah écoutez, très bien pour nous, vous aurez de réponse sous 3 jours. Je rentre le soir même à la maison et puis je reçois un mail. Vous avez fini, coup de cœur du jury, votre projet est super, on vous attendait la semaine prochaine pour intégrer l'incubateur. Oh, moi j'étais tellement fier, je me dis enfin ça y est, j'ai la preuve que je travaille pas pour rien depuis 8 mois. Mais au moins, j'ai été chercher la preuve. J'ai été la chercher. Fallait que j'aille me prouver. Ça veut dire quoi, une fois de plus, chercher ? Ouais, fallait que j'aille me prouver. Et donc que tu sois fier ? Fallait que je sois fier de moi. Il fallait que je te rende fier aussi. Moi, j'ai toujours eu ce truc-là où j'ai voulu être fier de moi. Ça me suffisait plus d'être mandataire indépendant. J'avais besoin d'être fier de moi et je me suis dit toute ma vie, Arthur, faut que tu crées un truc qui marche. Faut que tu fasses un truc qui te plaise surtout. Parce que moi, ça me plaisait de faire une application mobile, surtout avec un monde qui se digitalise autant, et de créer mon équipe, et d'avoir de la notoriété, et d'arriver à des projets où je pourrais me dire un jour, félicitations, t'as réussi ce que t'as réussi à faire. Et ça, c'est pas simple, parce que pendant 8 mois, 1 an, je disais aux gens, oui, je crée une application, mais les gens, ils te regardent pas, ils écoutent, ils disent oui, non. Il y a tellement de gens qui te disent, j'ai des projets qui vont jamais jusqu'au bout. Et c'est ça qui m'a fait avancer, d'ailleurs. De me dire, moi, j'irai jusqu'au bout. Mais c'est que c'est... Ok. Ouais, moi je vais y aller. J'ai l'idée, ok, j'ai eu du temps à l'apprendre parce que, alors, tout le monde a des idées, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrence, tout a déjà été presque fait. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'il faut prendre des idées qui existent déjà et les digitaliser et les révolutionner. Essayer de moderniser en tout cas ce qui existe. C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est pareil, tu as un jeune qui souhaite en fait demain créer sa société. Est-ce que c'est difficile en fait de trouver en fait le projet qui va te... C'est très difficile. Là, en fait, ce que tu dis, c'est qu'en fait, on peut tout à fait en fait observer le monde, ce qui t'entoure, pas forcément chercher en fait à révolutionner, mais tu peux prendre quelque chose et le transformer, c'est ça ? J'entends énormément de gens me dire, moi, j'ai pas l'idée, mais moi, je l'ai pas eu l'idée. Hein. J'ai écrit comme je l'ai dit, j'ai sorti une page Microsoft Word, j'ai écrit toutes les problématiques de mon métier dessus. Et là, je me suis dit, tiens, ça, si on met ça ensemble, ça marche. Mais en même temps, tu avais un métier, en fait. Mais oui. Tu avais un métier. Et tu penses, en fait, pour un jeune, alors, je ne sais pas si tu vas avoir la réponse, hein, parce que je ne sais même pas si je l'ai moi aussi, mais pour un jeune, en fait, qui n'a pas de métier, qui ne sait pas vraiment ce qu'il veut faire, et qui sait, en fait, un jour qu'il va être entrepreneur, là, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil et qui se cherche et à qui vrai sait dire, pas. ça, je pense que tout bon entrepreneur passe déjà par la case salariat. Ah, tu penses qu'il faut absolument ? Oui. Pourquoi j'ai fait cette application ? Parce que je connaissais mon métier. J'ai vu les problèmes. Je les ai vus, je les ai notés, j'y ai réfléchi. Et je savais où étaient les problèmes. Et les problèmes, ils n'étaient pas si voyants que ça. C'est juste que je les ai vécus en tant qu'agent immobilier. Donc c'est là où je les ai vus, ces problèmes. Mais je pense que quelqu'un qui n'a pas intégré un domaine... Je pense que dans tous les cas, quand on est jeune, il faut aller se faire la main sur du salariat, faut aller intégrer les agences, faut intégrer des métiers où on a des supérieurs qui nous apprennent à travailler aussi. Un jeune entrepreneur, un jeune qui sort d'études et qui se lance dans l'entrepreneuriat, je pense que ça peut vite râper. Ouais. Il faut du concret, en fait. Il faut du concret, il faut avoir travaillé, il faut de l'expérience. Tu penses en fait que tu aurais pu trouver quelque chose, si tu étais resté dans le secteur de la restauration, au démarrage, le côté hôtelier, est-ce que tu penses que tu aurais pu là aussi, si tu avais été passionné, tu aurais pu trouver quelque chose là ?
Dans le secteur de l'entrepreneuriat ? Ouais, enfin, dans le secteur de l'hôtellerie. Est-ce que tu aurais pu trouver quelque chose ? Est-ce que tu aurais pu... Oui, moi, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'aurais bien aimé ouvrir un restaurant aussi. Et là, je pense que c'est de la création aussi. Moi, j'ai des amis autour de moi qui l'ont fait et je pense que c'est une des meilleures expériences entrepreneuriales d'ouvrir un restaurant dans la restauration. Donc, faire son propre concept, faire ses cartes, embaucher toutes ses équipes, aller chercher des fonds de commerce. Ça aurait été, je pense que ça, c'est le meilleur système d'entrepreneuriat dans la restauration. Et je vois des amis qui le font et ils sont hyper heureux et ils sont très forts aussi dans ce qu'ils font. Et pourquoi tu veux devenir entrepreneur ? Pourquoi, en fait, est-ce que pareil... Enfin, tu parles d'argent, mais je pense que tu es en paix par rapport à l'argent, parce qu'en fait, l'argent, tu vas le chercher. Mais pourquoi enfin, le côté chouette d'être entrepreneur et le côté, pareil, alors, pour ceux qui nous écoutent, est-ce qu'il faut avoir une discipline ? Parce que parfois, effectivement, là, tu es très optimiste, c'est très positif, mais parfois, ça a des moments de creux. Enfin, c'est quoi, en fait, au départ, le démarrage ? C'est très dur au démarrage. Parce que, comme je l'ai dit, moi, j'avais l'immobilier à ce moment-là qui marchait moyennement parce qu'il y avait une crise. Il y avait mon projet qui me prenait beaucoup de temps. Et le vrai problème, c'est l'argent. Comment je vais vivre à côté ? Mon projet, je passe des dizaines d'heures dessus par semaine. L'immobilier, c'est une vente tous les 2-3 mois, ça me permet de vivre. Mais derrière, j'allais faire des extras en restauration. Moi, la restauration, ça m'a sauvé la vie. Même encore maintenant, je le dis, l'application, ça fait 1 an et demi que je travaille dessus. On a déjà des grosses équipes. Tout est hyper bien lancé. Mais il y a encore mardi soir, j'étais en train de faire un extra en restauration. Pour l'argent ? Pour l'argent, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai quand même une grande partie du capital. Les autres, ils ont du capital aussi. Mais faut payer nos prestataires externes. Il y en a qui ont moins de capital, mais qu'il faut rémunérer aussi. Donc moi, derrière, je vais être, en tant que bon chef d'entreprise, je serai le dernier à me rémunérer. Donc moi, j'hésiterai pas à aller faire des extras jusqu'à 1h du matin, une fois par semaine, s'il faut, pour payer mon loyer. Donc je dis ça juste aux futurs entrepreneurs. C'est hyper important d'aller... je pense qu'il ne faut pas se concentrer sur un projet, il faut vachement être polyvalent dans ce qu'on fait. Moi, il y avait quelqu'un qui m'avait dit ça un jour. Il m'avait dit je me suis concentré hyper longtemps sur un projet. Et derrière, je n'ai pas assuré mes arrières sur d'autres. Et son projet a foiré. Et il s'est retrouvé complètement... C'est quoi la polyvalence ? C'est quoi être polyvalent ? Je te rejoins, mais ça veut dire quoi ? Être polyvalent, faut savoir un peu tout faire. Il faut savoir assurer un petit peu sur tous les fronts. En tout cas, sur ce qu'on a besoin. Moi, je fais de l'immobilier qui me permet de vivre normalement, mais ça ne me prend pas tout mon temps. Le projet qui va me permettre de vivre dans les futures années, et la restauration qui me permet d'avoir du cash direct. Quand est-ce que tu vas arrêter ton job de mandataire ? Quand est-ce que tu vas arrêter ? Je compte pas l'arrêter. Moi, j'adore. Okay. Là, je suis dans un réseau qui me prend pas trop cher. Je peux rester à vie si je veux. Je sais que, en plus, avec l'application, je resterai dans ce monde-là. Donc, si j'entends que toi, Laurence, tu vends ta maison ou ton appartement, bah moi, ce serait un plaisir de vendre. Ou même, c'est un métier qui me prend du temps, mais qui me prend pas énormément de temps non plus. Moi, j'irais plus faire de la démarche à part avec mon application, sûrement. mais j'adore ça. J'adore arriver, j'adore avoir des nouveaux défis. Et puis, je garderai ce métier de mandataire indépendant toute ma vie, je pense. Enfin, toute ma vie. Et quand tu as fait la restauration, donc mardi, tu t'es couché à quelle heure ? En fait, c'était le soir, j'imagine ? Oh oui, je suis rentré, il était 1h30, ouais. Et après, comment tu fais le lendemain pour... Je me réveille à 8h. Parce que... Bah oui, quand c'est des journées comme ça, j'organise très bien mes semaines et c'est pour ça que c'est très fatigant. Alors je me dis de 8h à 11h, je fais de l'immobilier, de 11h à 15h, je fais l'application, tous mes rendez-vous d'application, et puis après de 15h à 1h du mat, je vais faire de la restauration. Et puis, alors oui, j'avoue, c'est fatigant. C'est hyper organisé. C'est organisé, structuré, c'est quoi ? Ah, ça, c'est une de mes forces, ouais. C'est-à-dire ? Je note tout et je m'organise. Et c'est tellement bien. Je note tout, je sais ce que je vais faire sur toutes les prochaines semaines. Je suis quelqu'un qui est très ponctuel, très organisé. Et ça, c'est vraiment, je pense, une force dans l'entrepreneuriat aussi. Tu l'as toujours été ? Ouais, j'ai toujours été un maniaque. Ah, c'est maniaque ? Même ma mère me disait, quand t'étais petit... ta chambre était toujours rangée parce que je rangeais tout, et il me disait on venait, on déplaçait un truc dans la chambre et toi tu revenais en courant et tu remettais le truc au bon endroit sans que je les vois. Non mais ça je l'ai toujours été, et ça je pense que c'est hyper important. Donc, être organisé. Et si en fait moi je suis pas maniaque, en fait si un jeune nous entend n'est pas maniaque, ça serait quoi le mot ? Parce que j'entends également discipline. En fait t'es comme en fait un sportif de haut niveau, en fait c'est super discipliné. C'est un peu la même discipline, ouais. Donc il est comment ton mental ? Pareil, j'ouvre ton mental, qu'est-ce que je vois à l'intérieur ? C'est ce qui fait ta force, hein ? Ouais, j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie.
Je pense que ça a aidé aussi dans ce mental-là. Je suis passé par le judo, j'ai fait de la compétition en natation, j'ai fait du rugby, beaucoup de salles, beaucoup de tout. En fait, j'ai vraiment passé par tous les sports. Mais du coup, en fait, faut garder en fait cette discipline, cet entraînement. C'est pareil pendant le travail. Et faut avoir un rythme de vie qui est carré, sain, et ça va dans le travail comme dans le sport. Et je pense que d'ailleurs le sport est hyper important dans la vie entrepreneuriale. Donc tu es très focusé en fait. Et quand en fait à un moment, tu as une journée qui va pas forcément bien, donc le soir tu te couches, tu n'es pas forcément fier. Comment tu arrives en fait le lendemain? Parce qu'en fait tu imagines que lundi tu ne sois pas forcément fier. Tu pourrais en fait le mardi commencer à pas être bien, à pas être fier, et puis c'est l'escalade négative. Après ma vie n'est pas toute rose. Oui, comment tu fais en fait pour changer ton mindset, pour dire ok, lundi soir je suis pas forcément fier de moi, mais c'est pas grave, mardi matin je me lève, j'ai la pêche, et mardi soir comment tu arrives en fait à doser ça, ou qu'est-ce qui t'anime? C'est très compliqué à doser. Moi je me dis généralement demain est une autre journée. Ce qui est vrai, parce que parfois il peut y avoir des journées très noires et demain et le lendemain c'est tout, c'est magnifique. Et c'est pour ça que le sport rentre en fait dans cette manière de fonctionner. Moi, le soir, je vais courir ou je vais nager ou je vais à la salle. Mais en fait, voilà, il y a toute cette partie-là où il faut arriver à se dire qu'il y a des mauvais moments, des bons moments. Le demain, ça sera meilleur. Faut arriver à souffler. Et en fait, je voulais dire ça à tout le monde. Je pense que moi, ma vie n'est pas toute rose non plus. Il y a des soirs, je suis en méga stress. Je vais prendre une douche, je suis fatigué, je doute. Le doute est hyper important et je pense qu'il est hyper aussi. Faut douter dans la vie. Faut savoir se mettre en question. Il faut douter. Entre le doute et la peur. Je pense que je pense que quand on doute, la peur vient après le doute. On doute et du coup on a peur. Okay. Ouais. Mais combien de fois j'ai douté? Oh là là, 1 an et demi. Quand je vois t'as douté de quoi? Ils étaient où tes doutes? De moi, de mon projet, de est-ce que j'allais y arriver. Et c'est pour ça que j'en revenais à quelque chose qui est très important, c'est savoir bien s'entourer. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu avais un doute pour savoir si ça allait marcher ou pas, c'est ça, tu t'appelles un coup de fil à un ami pour te dire, et c'est ça? Non, je suis quelqu'un qui aime bien être seul, mais alors comment tu fais toi? Mais j'aime bien aussi, j'appelle les bonnes personnes, on va dire. Les personnes qui savent me rassurer. Ouais. Ça va être ma sœur, très importante dans ma vie, qui m'a vachement aidé pour beaucoup de choses. D'ailleurs, depuis le lancement de ce projet, qui m'a toujours aidé depuis le début. Et je me souviens toute ma vie quand j'ai lancé le projet et qu'on a commencé à créer la société ou autre, elle m'a dit, Arthur, aujourd'hui, il faut que tu t'entoures des meilleurs, de la meilleure équipe. Ouais, tu vas chercher les meilleurs, que ce soit le côté juridique, développeur, comme marketing ou autre. Elle m'a dit, tu vas te chercher les meilleurs autour de toi. Et une fois que tu auras ces personnes-là, après, tu n'auras plus qu'à driver un petit peu le move. Et eux pourront derrière prendre leurs équipes. Mais en fait, il faut hyper bien s'entourer. Donc, encore une fois, dans le travail, mais aussi dans sa vie privée. Moi, ma sœur, qui est quelqu'un qui est référente pour moi. Mes parents, je suis très, très proche d'eux. Je suis très, très proche de mes parents. Je leur parle beaucoup. On se parle tous les jours. C'est très important pour moi. Et puis, mes amis. Et donc quand mes amis aussi. Tu l'exprimes. Après, tu sais. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup. J'aime bien parler, j'aime bien m'exprimer aussi. J'aime bien être seul, mais j'aime bien voir mes amis pour discuter aussi parce qu'ils me permettent aussi de comprendre. Enfin, moi, je sais que je peux partir dans des idées où je m'emballe tout seul et du coup, j'ai besoin de parler parce que j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui a une voix un petit peu de la sagesse aussi. Donc, moi, j'ai des amis très proches aussi où je vais les voir, je leur parle de mes problèmes et derrière, ils me répondent ce qu'ils en pensent. Et moi, ça me permet aussi de repartir, pas soulagé, mais d'avoir des objections et de savoir où est-ce que je vais ensuite. Donc tu très important. En fait, t'as pas de problème en fait à parler de tes doutes, de tes peurs à ton entourage. En fait, non. T'es libre par rapport à ça parce que derrière, ça te fait avancer. Je réfléchis beaucoup tout seul et puis après, je vais en discuter. Et moi, ça me permet de faire problématique conclusion, quoi. Ouais, d'accord. Ouais. Mais du coup, l'entourage est très important. Et du coup, ce que je disais aussi, au-delà de la vie privée, mais dans la vie professionnelle, il y a Jean-Francis, mon ancien directeur d'agence, qui est rentré en tant que responsable commercial et qui est aussi actionnaire. Super important pour moi. Il m'a appris l'immobilier. Il est dans l'immobilier depuis plus de 25 ans. Donc super, il a rejoint l'équipe, j'étais très content. Ma sœur en tant qu'avocate. Derrière, on a rencontré Antoine, qui est le développeur de l'application, qui est un élément pilier. C'est le pilier même de l'application. Pour moi, c'est le cofondateur que j'avais rencontré après les passages en concours. Je l'avais rencontré, je le connaissais pas, on s'était rencontrés via Instagram.
J'avais fait des démarches pour trouver un développeur et je l'avais rencontré et je lui avais expliqué le projet. Ce qui a été assez extraordinaire, c'est qu'il venait pas du tout de l'immobilier, il connaissait pas trop l'immobilier et il a tout de suite compris le projet, l'importance du projet. Je pense que je suis arrivé aussi avec des bonnes bases. Quand je suis arrivé, je lui ai dit que j'avais un dossier à 60 pages, j'avais déjà passé des concours, etc. Lui, tout de suite, je pense que ça l'a mis en confiance. Et puis on en a vachement discuté et puis on s'est vu 1 fois, 2 fois, 3 fois et puis après, on a trouvé un bon arrangement entre nous. Et aujourd'hui, t'es le boss ou t'es quelqu'un en fait qui va créer un collectif parce que Non, je suis le boss de personne. Non, pour moi, je me vois pas. Je veux pas de système de hiérarchisation dans l'équipe. Je suis le boss de personne. On est tous les cofondateurs. Alors, ok, j'ai amené l'idée, mais derrière, que ce soit Antoine le développeur, Margot en tant qu'avocate, Jean-Francis qui est responsable commercial, c'est le fruit aussi de toute notre imagination et je ne souhaiterais jamais qu'il y ait vraiment ce système de CEO, vous écoutez ce que je fais, etc. Non, moi aujourd'hui, mon rôle, c'est vraiment de faire un peu les marionnettes en disant toi tu dois faire ça, toi tu dois faire ça, toi tu dois faire ça. Et chef d'orchestre, voilà, je pouvais pas mieux trouver. Mais après, chacun pour moi est son propre patron, chacun sait ce qu'il a à faire. Moi, dans toutes les personnes qui nous ont rejoints, je leur ai dit écoutez, aujourd'hui, il y a des deadlines. Si vous voulez bosser la nuit, le matin, 2 jours, 4 jours par semaine, ça m'est égal. Juste faites votre travail. Et puis là, on arrivera à des bonnes choses. Et puis là, dernièrement, on a eu aussi Corinne qui est responsable communication marketing, qui a un profil senior et qui est très expérimenté, qui nous a rejoint là il y a 3 semaines. D'accord. Donc on commence à avoir vraiment, comme je disais, en fait, toutes ces parties autour de Huntia. Où aujourd'hui, je pense qu'on a une équipe complète et on y est presque. Là, la campagne de pub va commencer dans quelques jours. L'application commence en avril et là, je pense que j'ai mis les efforts. On va le voir où ça ? Où est-ce qu'on va pouvoir le découvrir ta société ? C'est quel support ? LinkedIn, Instagram. On va faire sur Facebook. Corinne a commencé à contacter la presse. On va aller faire des salons. On va commencer des webinaires. Nous, toute une partie avec Jean-Francis aussi qui s'occupe de la partie commerciale. On va aller sur le terrain. D'accord. Moi, je vais aller. Les agents immobiliers salariés, on va avoir moins de mal à les trouver puisqu'ils sont en agence. Mais les indépendants, je pense qu'il va falloir créer des événements, il va falloir les regrouper et vendre la solution. Et puis, dans tous les cas, encore une fois, on veut tenir personne par le cou et l'application sera gratuite dans tous les. Même si elle est gratuite pendant 6 mois, après l'application sera toujours gratuite 1 mois avant que la personne puisse s'engager. Donc voilà, encore une fois, c'est une solution avec un abonnement ultra compétitif et accessible à tous. Je pense que l'accessible à tous, c'est très important de le souligner. J'aurais plein de questions à te poser. J'aurais juste en fait faire un petit retour, pareil par rapport en fait aux jeunes, et ça je pense que c'est effectivement intéressant, c'est un message aussi qui peut être fort, c'est qu'en fait au niveau de tes études, et sans plus rentrer dedans, le système scolaire n'était pas fait pour toi. Non. Voilà. Tu fais l'hôtellerie, et après, je trouve que tu as quand même... Alors, est-ce que c'est du courage ? Est-ce que c'est de l'audace ? Est-ce que c'est là de changer de voie pour faire l'immobilier ? Parce que tu regardes en fait beaucoup de jeunes aujourd'hui, et comme tu dis, tes copains aussi avaient des écoles, continuaient leurs études et pas toi. Donc je trouve que c'est quand même assez courageux de sortir de ce système-là. Donc je pense que tu es très libre par rapport à ça et je pense que tu as vraiment une force en toi aussi de ne pas faire comme les autres. Voilà. Et ça, je trouve ça plutôt chouette. Mais s'autoriser aussi à le faire, ce qui n'est pas non plus forcément évident. Donc, t'es pas comme les autres. Et deuxièmement, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'en fait, tu restes pas attentif, c'est-à-dire, voilà, je subis des études, mais je décide de stopper pour faire en fait autre chose. Quelque chose qui me plaît. Ouais, mais je trouve ça assez, très libre. Est-ce que, c'est vraiment un message fort que je pourrais dire en fait aux jeunes. On n'est pas forcément obligé de rester dans les mêmes études. C'est ça. Ce qui compte, c'est cette passion que tu vas retrouver aujourd'hui, parce que quand on a une passion, on peut créer quelque chose derrière. Faut se réveiller le matin en ayant envie, en fait. Ouais. Mais pour un jeune, en fait, et ce que je trouve intéressant, c'est que derrière, tu as travaillé, tu as eu de l'argent qui t'a permis également d'avoir la liberté de changer de voie aussi. C'est parce ça, que en fait. j'ai travaillé, bien sûr. Ouais. J'allais chercher l'argent pour faire ce que je voulais. Moi, on me l'a pas donné, l'argent, je suis allé le chercher. Ouais, je trouve que c'est un beau message aussi. Ouais. Parce que t'as beaucoup de jeunes en fait, qui peuvent rester dans une forme de victimisation, de rester, là, je n'ai pas d'autre choix. Et moi, plus tard, tu vois, ces gens-là, je les retrouve en séance de coaching où parfois, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, on a fait une voie qui n'est pas forcément celle qu'on aurait voulu. Et c'est pour ça que le podcast s'appelle « Si on me l'avait dit ». Si on me l'avait dit, j'aurais fait mieux. Tu peux changer de voie, en fait. Ouais. Et c'est ça, en fait, pour moi, un message d'espoir. Dire, on peut changer, en fait, on peut être acteur de sa vie. Et je trouve très, très chouette, en fait, c'est que tu es véritablement acteur de ta vie. Tout ce que tu fais,
Ah oui, ça, je pense c'est que ta pièce c'est de un des théâtre, meilleurs mieux. Ouais, c'est ton scénario, tu es en train de l'écrire, tu as pris d'autres personnes en fait pour créer ce scénario, mais en fait, tu es véritablement acteur de ta vie. Oui, je pense que tu pourrais pas mieux dire. Ouais, c'est ça. Oh. Et mes choix dépendent de moi, et ça sera encore comme ça pendant plusieurs années. Voilà. Ouais, je sais pas si j'ai envie de continuer l'épisode, parce que je pense que tu as tout dit là. Mais pour moi, ça me paraît bien. Si je dois peut-être... Non, non, je pense que c'est bon. Être acteur de ta vie. Elle a été super, là. Si tu Attends, t'arrêtes là. Ok. Donc, on va finir l'épisode. Ça s'appelle Si on me l'avait dit. Tu as dit beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais dire ? En même temps, quand on dit être acteur de sa vie, je pense qu'on a tout dit. Mais est-ce que tu as une dernière chose que tu voudrais dire aux jeunes ? Ouais, faut croire en soi. Faut pas baisser les bras, surtout. On rencontre des murs tout le temps. Il y a des choses qui sont très belles, mais il y a des choses qui sont très dures aussi. Donc, je pense qu'il faut avoir confiance en soi. Il faut aller de l'avant. Il faut croire aussi. Il faut croire en soi et aller de l'avant tous les jours en se disant que vous allez réussir. Très important. Waouh. Eh ben, écoute, alors je vais faire la conclusion, si tu veux bien, de l'épisode. Arthur, évidemment, très bel épisode. Enfin, j'avais pas de doute en te découvrant. J'adore ton état d'esprit. J'adore le fait de te dire que le soir, tu as envie d'être fier de toi. Ça, je trouve que c'est un beau moteur. Je te trouve très réaliste dans ton discours. Il n'y a pas que du positif, que je vais y arriver. C'est que derrière, tu viens de dire, en fait, voilà, il y a des murs et tu sais les traverser. Donc, je trouve qu'il y a vraiment une solidité en fait en toi qui est là, et en même temps beaucoup de simplicité dans ce que tu vas dire, mais tellement dense derrière que tu peux que réussir. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Tout est réfléchi, il y a beaucoup d'authenticité dans ce que tu dis. Ouais. Et il y a, je cherche le terme, beaucoup de réalisme. Tu vois, c'est pas je vais être entrepreneur, gagner beaucoup d'argent, c'est que derrière, tu bosses, tu as un super mental de champion, tu as une discipline, ton exigence, je la trouve juste exceptionnelle, alors que tu n'as que 27 ans. Tu as bientôt avoir 28 ans, c'est ça ? Mais il y a vraiment un socle qui est là, et puis tu as une ouverture au monde, de faire confiance en fait aux gens. Voilà, donc tu es acteur de ta vie, et puis surtout, véritablement, tu donnes confiance en fait. Donc je te souhaite, Arthur, mais véritablement un succès pour toi déjà par rapport à tout ce que tu as fait, et que ce succès t'amène de la fierté. Et puis bien sûr, un succès collectif pour ton équipe, ça évidemment. Et ce qui est encore plus chouette, c'est qu'en fait, c'est que tu vas nous aider, nous particuliers, et tu vas aider cette profession aussi à réussir. Donc tu nous nourris également aussi notre rêve, parce que si effectivement, grâce à ton application, je trouve ma maison, où je trouve voilà, et ben je serai également très chouette. Donc nous continue en fait à nous faire rêver, continue à être dans l'action pour que nous aussi on réalise nos vies et nos rêves. Donc encore plein de belles choses, et merci pour tout ce que t'es. Merci beaucoup. Merci à toi, Laurence.